Le 23 juillet 1983, une des histoires les plus improbables de l'histoire de l'aviation mondiale s'est produite. L'avion est tombé en panne de carburant alors qu'il volait à une altitude de 12 000 mètres. Les deux moteurs se sont soudainement arrêtés dans le ciel. Le Boeing 767 géant a commencé à descendre comme un planeur. Et pire encore, en dessous de lui, la piste s'était transformée en une piste de course. Des centaines de personnes se sont senties comme si elles allaient mourir. Que va-t-il se passer ensuite? Une énorme erreur de calcul de la part des techniciens et de l'équipage pourrait-elle être corrigée? Pour en savoir plus, accompagnez-nous maintenant dans le vol 143 de la compagnie aérienne internationale canadienne. Ou plutôt, il est également connu sous un nom très spécial, le planeur de Gimli. Il est 6 heures du matin, à l'aéroport international d'Ottawa, Canada. C'est un Boeing 767. L'avion a été mis en service par Air Canada en septembre 1981. C'était le premier avion à double moteur et à fuselage large fabriqué par Boeing, ainsi que le premier avion équipé d'un cockpit à écran pour 2 pilotes, éliminant ainsi le rôle de l'ingénieur de vol. Aujourd'hui, l'avion est en cours de vérification et de ravitaillement pour un vol de 3h30 parcourant une distance de 2900 km jusqu'à l'aéroport international d'Edmonton. À bord, il y a 60 et un passager et 8 membres d'équipage. Le capitaine est le commandant Robert Pearson, 48 ans, un pilote très expérimenté avec 15 000 heures de vol, dont 5 200 heures sur le Boeing 767. De plus, il s'est fait un nom en tant que pilote de planeur. Le premier officier est Malroy Quinto, 36 ans. Il a été formé comme pilote de planeur à Gimli lorsqu'il servait dans la force aérienne canadienne et a accumulé 7000 heures de vol commercial. Le ravitaillement en carburant de l'avion s'est déroulé normalement, mais personne n'a remarqué l'énorme erreur qu'il commettait. À cette époque, l'industrie aérienne canadienne était en train de mettre en place un nouveau système de données. Le Boeing 767 était le premier avion calibré pour des unités en litres et kilogrammes, au lieu de gallons et livres comme les avions précédents. De plus, alors que la tâche de calcul et de gestion du ravitaillement en carburant était auparavant effectuée par un ingénieur de vol sur le Boeing 767, Air Canada avait simplifié l'équipage à un capitaine et un premier officier sans ingénieur. Les pilotes devaient donc effectuer cette tâche eux-mêmes, observer attentivement les informations ci-dessus. Le capitaine Pearson a calculé que le carburant nécessaire était de 22 300 kg pour atteindre Edmonton. À ce moment-là, l'avion avait encore 7 682 litres de carburant de son vol précédent depuis Montréal. Comme le volume du carburant varie en fonction de la température, dans ce cas, le poids de 1 litre de carburant correspond à 0,804 kg. Par conséquent, le calcul exact serait le poids du carburant disponible, soit 7 682 litres multiplié par 0,804 kg par litre, soit 6160 sèches kg. Le poids supplémentaire nécessaire, 22 306 moins 6176 kg, donne 16 124 kg. En termes de volume supplémentaire, cela donne 16 124 kg multiplié par 0,804 kg par litre, soit 20 050. Cependant, en raison d'une erreur des ingénieurs au sol qui ont utilisé un facteur de conversion incorrect de 1,77, c'est-à-dire le rapport du poids d'un litre de carburant en livres par litre, le calcul effectué a donné un poids de carburant de 7 682 litres multiplié par 1,77 kg par litre, soit 13 597 kg. Le poids supplémentaire nécessaire était de 22 300 kg moins 13 597 kg, soit 8 703 kg. Le volume supplémentaire nécessaire était de 8 703 kg multiplié par 1,77 kg par litre, soit 4 917 litres. Ainsi, au lieu de ravitailler 20 054 litres de carburant supplémentaire, l'avion n'a reçu que 4 917 litres. Au total, avec le carburant restant, il y avait 12 599 litres. Cela signifie qu'au lieu de 22 300 kg, l'avion ne disposait que de 10 129 kg de carburant, bien que l'équipage ait vérifié et recalculé plusieurs fois, en raison de la confusion et de l'épuisement des ingénieurs au sol, l'erreur n'a pas été corrigée. Finalement,
À 7 heures du matin, le vol 143 a décollé avec une quantité de carburant suffisante pour seulement la moitié du voyage. Plus d'une heure après le décollage, l'incident a commencé. À 8h45, lorsque le vol survolait la ville de Reflex, en Ontario, à une altitude de 40 et 1000 pieds, le système d'alarme du cockpit a soudainement retenti, signalant un problème de pression de carburant du côté gauche de l'avion. En consultant le journal de maintenance, les instruments de mesure du carburant de l'avion ne fonctionnaient pas. Cela s'était produit lors du vol précédent. Pour l'équipage, cela ne semblait pas être une situation grave. De plus, sur l'écran de l'ordinateur, la quantité de carburant affichée semblait suffisante pour le vol entier. Cependant, dans cette situation, avec un avion ne disposant que de la moitié du carburant nécessaire, c'était un problème totalement différent. Peu après, lorsque le capitaine a éteint l'alarme de pression de carburant à gauche, une seconde alarme de pression de carburant a retenti pour le moteur droit. Réalisant la gravité de la situation, le capitaine Pearson a décidé de rediriger l'avion vers l'aéroport le plus proche, Winnipeg. ATC, ici le vol 143. Nous avons un problème, nous demandons à être redirigés vers l'aéroport de Winnipeg. 143, votre demande a été approuvée. L'avion va-t-il atterrir en toute sécurité à Gimli? Lorsque l'altitude est descendue à 8500 pieds, l'avion a commencé à approcher de la piste de Gimli. En l'absence de moteur, l'équipage a utilisé la force de gravité pour abaisser les trains d'atterrissage et les verrouiller en position. Le capitaine Pearson a réalisé qu'ils étaient trop hauts et trop rapides et que s'il ne faisait pas un ajustement rapide, il dépasserait l'aéroport. À ce moment-là, la vitesse de l'avion avait été réduite à 300 km/h. La puissance réduite en raison du turbine à air ram a rendu l'avion de plus en plus difficile à contrôler. L'absence de pression hydraulique empêchait l'ouverture des volets d'atterrissage, lesquels, en conditions normales, auraient réduit la vitesse de l'avion et augmenté le facteur de portance des ailes, facilitant un atterrissage en toute sécurité. De plus, le train d'atterrissage semblait être endommagé, les portes du train d'atterrissage n'étaient pas verrouillées et étaient soufflées par le... En cas d'urgence, le capitaine et le premier officier ont envisagé de faire un virage de 360 degrés. Mais il était déjà trop tard, ils allaient toucher le sol avant de revenir sur la piste. Le problème était d'autant plus compliqué que l'équipage du vol 143 ne savait pas qu'une partie de l'aéroport avait été transformée en complexe de course automobile, maintenant appelé le parc sportif de moto de Gimli. Juste à côté de la piste, une course automobile avait lieu, et autour de celle-ci, de nombreuses familles étaient venues pour encourager et regarder les courses. Avec les deux moteurs en panne, l'avion ne faisait presque aucun bruit. Ainsi, les personnes au sol n'ont reçu aucun avertissement concernant l'atterrissage imminent de l'avion. Ce n'est que lorsque l'avion était déjà très proche qu'ils ont découvert un énorme morceau de métal pesant 132 tonnes qui descendait en direction du sol. Les gens ont commencé à courir dans tous les sens. Cependant, à travers les fenêtres, l'équipage a pu voir deux enfants à vélo dans un rayon de 300 mètres de la zone prévue pour l'atterrissage. Mais il n'y avait plus d'autre choix. Dès que les roues ont touché la piste, en raison du danger, Pearson a utilisé toute sa force pour freiner brusquement l'avion. Le Boeing 767 a glissé sur le béton, les deux pneus ont éclaté en même temps et le nez de l'avion a commencé à grimper le long du garde-fou au centre de la piste, générant ainsi un frottement supplémentaire qui a permis de réduire la vitesse instantanément. Ce frottement a aidé l'avion à maintenir une distance minimale et à éviter de percuter les personnes présentes autour de la piste. Finalement, après 67 minutes sans carburant, le 767, avec ses 69 passagers et membres d'équipage, a atterri sans aucune perte de vie. Seuls quelques passagers ont subi des blessures légères. Un petit incendie à l'avant de l'avion a ensuite été éteint par les coureurs et les employés de la piste qui étaient équipés d'extincteurs à main. Cet atterrissage d'urgence a immédiatement fait sensation à Gimli et est devenu un sujet de discussion à la fois national et international, dominant les informations du Canada pendant plusieurs semaines. En raison de la gravité de l'incident, le Comité de sécurité aérienne du Canada, ancêtre du Comité de sécurité des transports du Canada, est immédiatement intervenu pour enquêter sur les causes de l'incident du vol 143. L'erreur de calcul en raison d'une confusion d'unités a été découverte, mais cela a également soulevé la question de savoir pourquoi le système d'alerte de carburant n'a pas fonctionné, même lorsque l'avion avait encore 45 minutes de carburant.
Ce n'est que lorsque le carburant a été complètement épuisé et après une analyse approfondie que les experts ont finalement trouvé la cause de l'incident. Lorsque l'avion s'est arrêté à Montréal avant le voyage à Ottawa, un technicien au sol a découvert et informé l'équipage que le FKI, le système d'alerte de carburant de l'avion, ne fonctionnait pas correctement. L'un des deux compteurs de carburant était défectueux. Le technicien a alors éteint l'un des deux, car l'autre fonctionnait encore normalement. Et par précaution, ils ont installé une jauge manuelle. Le vol s'est déroulé normalement à son arrivée à Ottawa. Cependant, avant que l'avion ne reparte pour Edmonton, un autre technicien a accidentellement remis en marche le compteur qui avait été éteint. Ainsi, le système FKI est redevenu défectueux. Cette différence aurait été évidente si le double compteur de carburant avait fonctionné. Mais ce n'était pas le cas. Et bien que cela ait été clairement indiqué dans la liste des équipements minimaux nécessaires au départ de l'avion, il était interdit de décoller sans que le double compteur de carburant ne fonctionne. Cependant, il semble que personne n'ait reconnu cette vérité, pas même les pilotes. Heureusement, les compétences de l'équipage ont permis de corriger cette erreur. Cependant, à la suite d'une enquête interne menée par Air Canada, le capitaine Pearson a été rétrogradé pendant 6 mois et le premier officier Quinto a été suspendu pendant 2 semaines pour avoir permis que cet incident se produise. 3 techniciens ont également été suspendus. En 1985, les pilotes ont été félicités par la Fédération internationale des pilotes pour leurs compétences exceptionnelles et leurs contributions. Le premier officier Quinto a été promu capitaine en 1989. Quant au capitaine Pearson, il a travaillé pour Air Canada pendant 10 ans avant de rejoindre ASN Airlines. 4 ans après l'incident, Transport Canada a même émis un timbre commémoratif pour le vol 143 d'Air Canada, le célébrant comme un véritable planeur. Il décida d'activer à nouveau le pilote automatique. Convaincu que le vol pouvait se poursuivre, il demanda au contrôle aérien, à Tiet, l'autorisation de remonter à 35 000 pieds afin de continuer vers Los Angeles. Cependant, quelques minutes plus tard, alors que l'avion passait par 25 000 pieds, l'ingénieur navigant constata la défaillance d'un système hydraulique ainsi que le déploiement du train d'atterrissage. Un Boeing 747 ne peut pas dépasser 27 000 pieds lorsque le train d'atterrissage est sorti. L'équipage décida donc de maintenir l'altitude à 25 000 pieds. À cette altitude, combiné à la traînée supplémentaire due au train sorti, le carburant restant ne permettait plus d'atteindre Los Angeles. L'équipage décida alors de se dérouter vers San Francisco. À la suite de cette chute brutale, les 2 plans horizontaux de l'empennage avaient été gravement endommagés sans que les pilotes n'en aient conscience à ce moment-là. Le commandant de bord comprit que le système de commande n'était pas normal, mais il n'avait d'autre choix que d'atterrir au plus vite. Le vol L006 de China Airlines atterrit finalement avec succès à San Francisco. Parmi les 274 personnes à bord, 2 furent grièvement blessées, sous l'effet de la forte inertie lors de la plongée. L'une souffrit d'une déchirure musculaire du dos, l'autre d'une grave blessure au pied. Il fut établi que l'avion avait chuté de 40 et à 1000 pieds, 12 500 mètres à 9 500 pieds, 2800 mètres, en seulement 2 minutes. Le National Transportation Safety Board, NTSB, des États-Unis, en coopération avec les autorités taïwanaises, mena une enquête approfondie sur cet incident. Le responsable technique chargé de la maintenance du moteur numéro 4 fut licencié pour manquement à ses responsabilités, travail néglige et absence de résolution définitive du problème. Toutefois, la faute la plus grave fut attribuée au pilote. Le commandant de bord s'était laissé distraire par l'indicateur de vitesse et avait accordé une confiance excessive au pilote automatique. En conséquence, il oublia qu'en désactivant le pilote automatique, il devait immédiatement reprendre le contrôle total de l'appareil, en particulier dans une situation de déséquilibre de poussée. L'ensemble de l'équipage de conduite, composé de 5 pilotes, fut licencié peu après l'incident. L'avion, gravement endommagé, présentait notamment une déformation permanente de l'aile de 5 cm. Après réparation, l'appareil continua à voler pendant 24 années supplémentaires avant d'être retiré du service en 2009.